Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette édition du mercredi 14 février. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Les relations entre la principauté et la Russie étaient au cœur d'une conférence organisée par le Monaco Economic Board. Le prestigieux prix de Lausanne a été remporté cette année par un élève de l'académie Princesse Grace. Nous l'avons rencontré. Et en fin d'édition, nous rejoindrons notre invité du mercredi. Il s'agit du pilote Adrien Maré. Il reviendra sur son incroyable expérience sur le Dakar. Nous ouvrons ce journal avec cette conférence organisée par le Monaco Economic Board à l'hôtel Métropole. L'objectif, parler des relations qui lient la principauté et la Russie. Quels sont leurs atouts économiques? La réponse avec Christine Datomel. En Russie, de nombreuses opportunités ont été établies pour les hommes d'affaires monégasques. Un large panel d'activités avec des secteurs clés fait du marché économique russe l'un des plus vastes au monde. Commencé officiellement en 2013, les relations qui lient la principauté de Monaco et la Russie sont exemplaires, tout comme les liens qui nouent les deux chefs d'État. On a déjà, dans les 5e années de différentes années intercroisées, Monaco à Moscou ou en Russie et les années de soi-disant années culturelles et scientifiques de la Russie à Monaco. Donc nous nous connaissons déjà très bien. Les relations intergouvernementales sont exemplaires, comme j'ai déjà dit. Il y a des ambassades ici à Monaco, consulat général honoraire et à Moscou est ici. Donc, en principe, c'est très favorable pour le développement encore plus profond des relations entre les deux pays. En 2013, nous avons commencé notre première mission officielle auquel j'ai eu la chance de participer et de rencontrer le président Poutine d'ailleurs. Et ça a déclenché, grâce au prince bien sûr, un climat d'affaires relativement intense entre nos deux pays. D'un point de vue économique, il est vrai qu'il y a de grandes entreprises en Russie, dans des secteurs qui intéressent également les entreprises de Monaco. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'opportunités, tant à la fois pour les entreprises de Monaco pour investir et trouver des partenaires en Russie, comme pour les Russes, pour bénéficier des entreprises, des services de Monaco et pouvoir accéder par Monaco à d'autres marchés. La Russie, vous pouvez trouver énormément d'avantages. Par exemple, nous avons le groupe Dietzmann, qui est peu connu à Monaco, mais qui est un des leaders mondiaux, qui a par exemple une entreprise où il y a plus de 1500 salariés. On a pu le voir avec différentes missions économiques du MEB. Il y a quelques secteurs qui sont très intéressants pour les entreprises de Monaco, les télécommunications, mais surtout les énergies renouvelables et l'agroalimentaire. Après le succès des deux dernières missions économiques du MEB en Russie en 2016 et 2017, les relations entre les entrepreneurs monégasques et les entrepreneurs russes sont au beau fixe. Il est donc essentiel de faire perdurer cette bonne dynamique et d'entretenir cette bonne entente entre les deux pays afin d'édifier de solides fondations. Basket, Monaco disputé sur son parquet mardi soir les 8e de finale de la Coupe de France face à l'équipe de Hier-Toulon. La Roca Team s'est imposée 80-65. Le résumé de cette rencontre avec Fabien Bonilla. Monaco a été exempt des 16e de finale et est rentré directement dans cette compétition en 8e. C'est ainsi pour les 7 premiers clubs de Pro A de la saison passée. La Roca Team vit depuis quelques semaines une période un peu plus difficile avec 5 matchs dans le dur, dont 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. De l'autre côté du parquet, Hier-Toulon, lanterne rouge du championnat de Pro A avec 7 défaites d'affilée. L'occasion pour la Roca Team peut-être de se ressaisir et casser cette spirale négative. Pourtant, les rouges et blancs sont menés assez rapidement, 11-3, mais la vapeur va vite s'inverser et le suspense pour Monaco ne sera que de courte durée, grâce notamment au retour de l'infirmerie de DJ Cooper et Ali Traoré. Seul Amarassi est encore blessé. Les Monégasques mettent un gros pressing à leur adversaire, à l'image de cette action et du contre de Robinson au milieu de terrain. Il n'a plus qu'à tranquillement et délicatement déposer le ballon dans le panier.
Ou encore la pugnacité de Cooper qui fait le travail et met le feu sous la raquette pour finir par donner un caviar à la Combe dans les dernières secondes du premier quart-temps à Monaco qui mène à ce moment-là 20-15. Un écart qui ne fera que se creuser au fil du temps, 38-31 à la mi-temps. Même physionomie pour la deuxième partie de la rencontre. Le jeu monégasque est fluide, les passes franches, c'est efficace. Un exemple, Aaron Kraft passe à Joseph sous la raquette et c'est rapide. Kikanovic pour Cooper à droite qui tente et marque un panier à 3 points. Une autre belle action, encore Cooper qui fait une passe entre deux joueurs pour la Combe et ça score. Ou enfin DJ Cooper décidément qui distribue à Joseph et c'est le dunk. Score final 81-65. La Roca Team s'impose dans ses huitièmes de finale de la Coupe de France et casse enfin cette série de 3 défaites. Depuis le mois de janvier et début janvier, on n'a pas joué au complet. On a eu énormément de blessés, voire un joueur important, voire 2, des fois 3. Donc déjà ça joue, parce que c'est pour ça que je dis on est un peu KO, parce qu'au niveau des rotations on était super court. Ouais. Et puis ouais, à un moment donné, dans une saison, c'est bien qu'il y ait des moments d'adversité un peu, c'est comme ça que tu construis des grandes équipes. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose qu'au creux de l'hiver, comme ça un peu dans le dur, parce que ça nous permettra d'aller puiser des ressources. Parmi les prochaines rencontres, les quarts et les demi-finales de la Coupe de France, et c'est atypique, ça se déroulera sur un week-end, les 24 et 25 mars, à Trélazé en Maine-et-Loire. En Ligue des Champions, le 6 ou 7 mars, Monaco se déplacera pour les huitièmes de finale en Pologne, face à l'équipe de Zielona Góra. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Et encore plus proche dans le temps et géographiquement, la Leaders Cup à Euro Disney. De ce vendredi à dimanche, la Roca Team devra y défendre son titre. Le monde de la danse brille en principauté. Un jeune danseur de l'académie Princesse Grace et le directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, viennent d'être récompensés au prestigieux Prix de Lausanne. Le reportage de Christine Datomel. Formé à l'Académie Princesse Grace, il est âgé de seulement 17 ans et se promet à une grande carrière dans l'univers de la danse. Retenez bien son nom, il s'appelle Shale Wegman et il vient de remporter la médaille d'or du Prix de Lausanne, un concours de danse international des plus prestigieux au monde et qui permet de révéler les talents de demain. Un prix qui récompense donc le talent du jeune homme et son potentiel, mais qui témoigne aussi de l'excellence de l'enseignement délivré par l'Académie Princesse Grace et qui vient récompenser le travail de Luca Massala, son directeur artistique, puisqu'il s'agit de la première médaille d'or à avoir été remportée depuis plus de 40 ans. C'est un plaisir unique, c'est beaucoup de travail qui a été fait. C'est très beau pour l'école, c'est très beau pour Monaco naturellement. Et c'est très très beau pour ce jeune garçon qui a travaillé très dur. Il faut imaginer qu'il a seulement 5 ans de danse. Il a commencé la danse classique une année avant de venir chez nous. Et alors ça vient clôturer 4 ans à l'académie de travail très dur, avec ce prix naturellement qu'il a hautement mérité. Il a dansé 2 variations, une variation classique du Don Quichotte, la variation de Basile du 3e acte. Le Don Quichotte est très explosive, où il a pu montrer sa technique et surtout sa joie de danser, sa passion. La variation contemporaine Chroma, elle était beaucoup plus minimaliste, où il a pu montrer aussi une qualité de contrôle et peut-être un côté artistique beaucoup plus fermé qu'explosif comme le Don Quichotte. Extremely full of pride. Je suis si heureux, tellement fier. Toutes ces années de travail et d'apprentissage ont été plus que bénéfiques pour moi. Vous savez, beaucoup de personnes m'ont aidé et c'est grâce à elles que j'en suis là aujourd'hui. Mes professeurs m'ont mené jusqu'ici. J'ai commencé le ballet il y a seulement 6 ans et aujourd'hui, à 17 ans, je remporte ce prix. Je remercie le directeur de l'académie, mes amis et ma famille. Tous m'ont tellement soutenu et ils m'ont dit que ce n'était que le début. Je suis tellement heureux que tous mes efforts, les sacrifices et les longues heures de travail aient été récompensés. Je suis vraiment heureux. Le jeune danseur devra intégrer la saison prochaine l'English National Ballet à Londres. Une distinction qui fait écho au prestigieux Awards qui a aussi été remis à Lausanne au chorégraphe et directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, pour l'ensemble de sa carrière et pour ses mérites dans le monde de la danse. Il est l'heure à présent de rejoindre notre invité du mercredi. Il s'agit du pilote Adrien Maret. Il vient nous parler de son expérience sur le Dakar. Bonjour Adrien. Bonjour Alex. Alors comment ça s'est passé? Déjà, on va aller directement dans le vif du sujet. On a des souvenirs et surtout, le plus important,
la fameuse médaille? La médaille de finisher. Écoute, j'ai envie de te dire que très bien, puisque je l'ai en main. Donc à ta première question, j'ai envie de te dire non, ça s'est très bien passé, ouais. Premier Dakar et directement jusqu'à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent durant toutes ces étapes, durant toutes ces épreuves? Alors on ressent beaucoup de choses, on passe par beaucoup de phases. C'est vrai que au moment du franchissement de la ligne d'arrivée, un énorme soulagement avant tout. C'est vrai que beaucoup de gens nous font confiance. Le parcours était extrêmement difficile. Et puis moi, mon but ultime, c'était vraiment de franchir la ligne d'arrivée. Je n'étais pas parti pour faire une place dans les premiers. Donc vraiment, quand on franchit la ligne d'arrivée, c'est un soulagement énorme et puis une satisfaction vraiment complète. Ouais. Pas parti pour finir dans les premiers, mais le résultat est quand même très satisfaisant, au-delà de tes objectifs, on peut dire même. C'est vrai, puisque j'étais parti vraiment pour finir. Et puis je m'étais dit, si je finis, tant mieux. Si je finis dans les 60, c'est encore mieux, et ainsi de suite. Et puis finalement, je termine 46e. Donc c'est vraiment au-delà de mes espérances. Donc c'est vraiment, je suis très très content. Ouais. Là, c'est une partie de l'équipement qui était avec toi. Donc le casque qui t'a suivi tout le long, c'est ça? C'est ça. Le maillot, un des maillots, on va dire. Oui. Celui-là, j'ai gardé pour la fin, pour l'arrivée, il est tout propre. Et le casque, en effet, qui avait été dédicacé par Monseigneur. Et qui m'a porté chance, puisqu'il n'a pas touché le sol, du moins à part dans les petites dunes, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas tomber. Donc c'est ce qui aussi, je pense, m'a permis d'arriver au bout, parce que je ne me suis pas blessé. Et donc c'est vrai que c'est toujours plus facile, disons que c'est tellement difficile pendant l'épreuve, si on se blesse, du coup ça augmente la difficulté, donc c'était d'autant mieux comme ça. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce parcours? Comment est-ce que c'était? Tu as l'habitude de faire les Bajas. C'est un autre style de championnat, un autre style de compétition. Là, le Dakar, le parcours, comment est-ce que c'était? Alors, c'est vrai que par rapport au Baja, c'est vraiment complètement différent. Les Bajas, je rappelle, donc c'est vraiment de la course de vitesse et d'endurance, mais il n'y a pas de navigation. Le Dakar, c'est de l'extrême endurance, j'allais dire, avec beaucoup de navigation. On va dire, d'une manière générale, on part le matin, on a une liaison pour arriver au début de la spéciale. Et de là, donc on a une spéciale avec différents points de passage à respecter. Donc c'est vrai que ça complique énormément la course, puisque un point de passage qui n'est pas validé, c'est beaucoup de pénalités de retard, voire l'élimination. Donc il faut s'en tenir au pilotage et à la navigation. Le climat aussi n'a pas dû aider par contre pour le moral, ces changements de température. Alors c'est vrai que c'est ce qui rajoute aussi une part de difficulté. On est parti donc du Pérou à Lima, où il faisait quand même très chaud. Il y a eu pas mal de vent aussi. Ensuite, donc on est resté à peu près 4 jours. Ensuite, on est parti sur la Bolivie. Là, on a commencé à monter en altitude, avec même un pic à 4800 mètres. Donc là, on passe vraiment dans un autre type de climat. Vraiment très froid, beaucoup de pluie. Donc c'est assez difficile à gérer. D'ailleurs, pour moi, c'était vraiment la partie la plus compliquée du rallye. D'ailleurs qui m'a aussi le plus atteint physiquement, j'allais dire. Et ensuite on est reparti en Argentine, où là c'était vraiment dans les canyons l'extrême chaleur à plus de 45 degrés. Donc il a fallu aussi gérer ça, c'était pas évident. Ouais. Et l'ambiance le soir, une fois la ligne d'arrivée passée, à chaque fois dans les bivouacs, comment ça se passait? Alors c'est vraiment ce que je retiendrai en fait de cette aventure, c'est vraiment l'ambiance générale. C'est vrai que c'est l'aventure humaine avant tout. Une super ambiance. C'est-à-dire qu'on arrive le soir au bivouac et forcément tout le team est content de nous retrouver. Mais après on échange beaucoup avec les pilotes. Tout dépend de l'heure où on arrive, s'il n'est pas trop tard. Mais c'est vrai qu'on échange beaucoup, on mange ensemble lors du bivouac. Et c'est vrai que c'est toujours assez rassurant de voir qu'on n'est pas le seul dans la galère et de voir que même les pilotes pros viennent s'intéresser à votre parcours et nous vous donnent des conseils, quoi. Donc c'est vraiment super. Ouais. On peut dire que c'est un rêve d'enfant qui s'est bien réalisé. Complètement, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé en tout point de vue. Comme j'ai dit aux autres journalistes, c'est vrai que j'ai vécu mon rêve à 300%. En plus de la course, donc en plus d'être candidat, on va dire que j'ai vécu ça aussi en tant que spectateur. Le soir j'arrivais, tu me parlais du bivouac, c'est vrai que je regardais, ce qui me fascinait c'était le balai des mécaniciens, démonter toutes les voitures, les motos, c'est vrai que c'est impressionnant. Cette organisation, c'est vraiment énorme. Donc ça, ensuite j'ai pu passer sur les plateaux de France Télévisions, j'ai pu donc rouler avec des pilotes professionnels dans la roue de pilote pro. Donc c'est vrai que sur l'ensemble du rallye, j'ai fait vraiment tout ce que j'aurais pu imaginer faire.
En tout cas, est-ce qu'on peut compter te voir sur le départ de l'année prochaine ou c'est un rêve justement qui se termine bien et on va rester sur cette parenthèse? Alors, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas, surtout que cette année j'ai un nouveau challenge. À l'arrivée, comme tu as pu le voir, donc j'ai demandé la main de ma chérie en mariage. Elle a accepté. Donc c'est vrai que j'ai un nouveau défi cette année à relever, qui me prendra peut-être plus de temps dans le temps. Et donc non, pour cette année, je ne pense pas repartir sur un Dakar, c'est quand même énormément de préparation, beaucoup de logistique. Ça fait quand même 3-4 ans que je me prépare pour ça, donc là j'ai envie quand même un petit peu de relâcher. Après par la suite on verra sur d'autres courses, pourquoi pas. Mais encore une fois, voilà, j'ai réussi à vivre mon rêve à 300%, donc je pense que je passerai à autre chose. Merci beaucoup Adrien pour ce retour d'expérience et on te suivra pour les prochaines aventures, évidemment. Voilà. Merci à toi. Merci. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons aux prévisions météo à présent. Jeudi 15 février, un temps couvert, une journée généralement nuageuse, température comprise entre 5 et 10 degrés. Pour vendredi, peu de changements, toujours beaucoup de nuages. Pendant la journée, la vitesse du vent devrait s'élever à 8 km/h et viendra du sud. Votre week-end, samedi tout d'abord, un ciel couvert et pluvieux tout au long de la journée. Comptez 9 degrés pour les minimales et 10 degrés pour les maximales. Dimanche, un temps toujours très nuageux avec de la pluie qui devrait s'arrêter en cours de journée. Le début de semaine s'annonce aussi nuageux avec des températures de saison, 6 degrés au lever pour lundi et 9 degrés pour les maximales dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. À suivre votre émission culturelle La Table des Matières. La Maison Dior nous a ouvert les portes du prestigieux domaine du château de la Colle Noire. Bonne soirée à tous.